Au moment où Elliott Kane a accidentellement affiché en direct, lors de la webdiffusion avec les investisseurs, mes négociations salariales privées, j'ai su exactement ce qu'il faisait et exactement comment lui faire regretter. En moins d'une heure, le même public qui riait de moi allait le voir se tortiller sous des questions auxquelles il ne pourrait pas répondre sans se détruire lui-même. Ce ne serait pas une plainte au service RH, ce serait une implosion publique, en direct, avec sa carrière en jeu. Avant de poursuivre mon histoire, d'où me regardez-vous? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Si vous voulez savoir comment transformer une humiliation publique en retournement immédiat, croyez-moi, vous voudrez entendre la suite. Cela s'est passé si vite que la plupart des personnes présentes dans la salle n'ont même pas compris que c'était intentionnel. J'étais assise à mi-chemin sur le côté droit de la longue table de conférence, la lumière blafarde de l'immense écran se reflétant sur les visages. C'était la webdiffusion trimestrielle pour les investisseurs, notre version du Super Bowl. Le flux était diffusé en direct aux actionnaires, analystes et journalistes, et chaque diapositive avait été répétée, minutée et validée. Du moins, c'est ce que je croyais. Elliott Kane, notre directeur de la stratégie, était dans son élément derrière le pupitre. Costume sur mesure, voix lisse comme du verre, le genre d'homme persuadé que chaque pièce n'était qu'une scène attendant qu'il entre sous les projecteurs. J'étais là, en tant que responsable senior de la conformité, non pas pour présenter, mais pour observer et répondre aux questions si elles survenaient. À mi-chemin de son exposé financier, il a cliqué pour passer à la diapositive suivante, et la mauvaise est apparue. Du moins, c'est ce que cela devait sembler être, un accident. Mon nom, en gras, et en dessous, un tableau affichant mon package de rémunération, gonflé à un chiffre ridicule, presque caricatural. $250 000 de salaire de base, des primes extravagantes, des stocks options listés de façon à faire croire à quiconque en dehors de l'entreprise que je saignais la société à blanc. Le chat du webcast s'est instantanément enflammé avec des questions et des remarques sarcastiques. Dans la salle, quelques exclamations, des sourcils froncés, des personnes qui se penchaient pour murmurer. Elliott a haussé légèrement les épaules, un sourire narquois au coin des lèvres et a lâché dans le micro. La transparence compte, non? Avant de passer à la diapositive suivante comme si de rien n'était. Mes mains sont restées immobiles sur mes genoux, mon visage n'a pas bougé. Mais à l'intérieur, ma concentration s'est aiguisée comme une lame. C'était délibéré. Il voulait m'embarrasser, me coincer, m'affaiblir devant l'audience même que je devais convaincre pour obtenir le poste de conseillère au conseil d'administration qui s'ouvrirait le trimestre suivant. Il pensait me salir, me faire passer pour une personne cupide, déconnectée, indigne de la confiance des investisseurs. Ce qu'il ignorait, c'est que le document sur cette diapositive et les chiffres qu'il venait de diffuser allaient susciter des questions auxquelles il ne pourrait pas répondre sans se piéger lui-même. Je n'avais pas besoin de protester ou de me défendre. Pas ici, pas maintenant. Dans moins d'une heure, les mêmes personnes qui me voyaient rester silencieuses allaient là le regarder s'en mêler, en direct, avec sa propre signature sur les documents qui allaient le condamner. Je l'ai fixé, ignorant l'écran, et je lui ai laissé son moment. Car le suivant m'appartiendrait entièrement. Elliott pensait que le jeu se jouait sur l'image. Pour moi, il s'était toujours joué sur les systèmes. J'avais passé plus d'une décennie dans la conformité d'entreprise, ce genre de travail que la plupart des cadres considèrent comme une paperasse fastidieuse, jusqu'à ce qu'elle leur évite de perdre des millions. Je connaissais chaque recoin de nos dépôts à l'ACC, chaque point où un chiffre mal placé ou une signature manquante pouvait déclencher un examen réglementaire à grande échelle. Ce savoir n'était pas seulement technique, il était stratégique. Il me permettait de repérer les points de pression avant que quiconque ne sache qu'ils existaient. Le coup d'Elliott avec sa diapositive n'avait rien de fortuit. Je savais pourquoi il avait choisi aujourd'hui. Le conseil d'administration évaluait discrètement les candidats pour un nouveau poste de conseiller. Et mon nom circulait depuis des semaines. L'obtenir me donnerait une influence qu'un directeur de la stratégie serait obligé de respecter, et cela ne cadrait pas avec son agenda.
Mais c'est là que son arrogance est devenue mon ouverture. Les chiffres gonflés qu'il venait d'exhiber au monde ne correspondaient pas aux documents officiels, approuvés par le Conseil, déjà déposés dans notre dernière déclaration trimestrielle. Cela signifiait qu'une de ces deux choses avait eu lieu. Soit il avait sciemment falsifié une présentation publique, soit les dépôts étaient erronés. Dans le monde de la SEC, chaque scénario est une mine explosive. Je n'avais pas besoin de l'accuser. Il me suffisait que les bonnes personnes trébuchent elles-mêmes sur la preuve, et le timing ne pouvait pas être meilleur. Ce n'était pas une réunion à huis clos, c'était une diffusion en direct avec des analystes qui bâtissaient leur réputation en repérant les incohérences. Si je pouvais les orienter subtilement dans la bonne direction, sans jamais toucher à un document, ils feraient le travail pour moi. Tout ce que j'avais à faire, c'était m'assurer que la bonne question atteigne la bonne oreille avant le début de la séance de questions-réponses. C'était là mon champ de bataille, celui que je connaissais mieux que quiconque, et Elliot venait d'y entrer les yeux fermés. Pendant qu'Elliot déroulait ses diapositives impeccables, je glissai mon téléphone sous la table et ouvris notre application de messagerie chiffrée. Pas de frappe dramatique, pas de coup d'œil furtif comme si j'avais quelque chose à cacher. Juste une responsable de service qui consulte ses messages. Je rédigeai une courte note à l'attention du directeur des relations investisseurs. Il serait peut-être utile de revérifier l'annexe C dans les dépôts E, D, G, A, R. Quelque chose ne correspond pas aux chiffres qui viennent d'être présentés. C'est tout. Aucune accusation, aucun contexte. Les gens aux relations investisseurs étaient conditionnés à traiter le moindre soupçon de problème dans un dépôt comme une alerte incendie de niveau maximum. L'annexe C n'était pas un appendice obscur, c'était la section où figurait la rémunération des dirigeants, celle qui attirait immédiatement l'attention des auditeurs, des régulateurs et de la presse financière. La personne qui lirait mon message ne penserait pas à moi, elle penserait à la SEC, et dans notre monde, cela suffisait à faire monter l'adrénaline dans un service entier. La beauté de cette manœuvre tenait à sa simplicité. Je n'avais pas besoin de convaincre qui que ce soit qu'Elliot avait fait quelque chose de mal. Il me suffisait de les rendre assez curieux pour qu'ils commencent à chercher. Une fois qu'ils se pencheraient sur le dossier, l'écart entre les chiffres du webcast et ceux du dépôt officiel deviendrait impossible à ignorer. Je rangeai le téléphone dans mon sac, ni pressée, ni hésitante. Autour de moi, l'air de la salle de conférence restait chargé de sourires polis et de respiration contrôlée. Mais je savais que le premier fil avait déjà été tiré. Quelque part, dans un bureau du couloir, un analyste des relations investisseurs était en train d'ouvrir le portail de la SEC, de passer d'une page à l'autre et de froncer les sourcils devant l'incohérence. De là, l'onde allait se propager, d'abord vers son responsable, puis vers le directeur financier et finalement jusqu'au PDG. Elliot n'aurait aucune idée de l'endroit où l'étincelle avait jailli, seulement qu'un incendie se propageait rapidement. Et comme cela était lié à une présentation en direct pour les investisseurs, les questions ne lui laisseraient pas le temps de préparer une réponse prudente. Elles tomberaient alors que les caméras tournaient encore. C'était là toute la beauté de ce genre de vengeance. On ne brandissait pas l'épée soi-même, on la mettait simplement en rotation et on se retirait du chemin. Lorsque la pause café de milieu de matinée arriva, investisseurs et analystes se dirigèrent vers le salon de réseautage, équilibrant de petites tasses en porcelaine tout en échangeant des politesses. Je me mêlai à eux sans bloc-notes ni dossier, juste un visage parmi d'autres, accessible mais oubliable. Mon but n'était pas de vendre une histoire, mais de semer une question qui paraîtrait innocente dans la bouche de n'importe qui d'autre. Avec un groupe, je fis remarquer que j'avais été surprise de voir des chiffres issus de discussions internes apparaître sur une diapositive publique. Puis, je laissai ma phrase en suspens, comme si je n'étais pas certaine que ce soit une pratique courante. Avec un autre, je m'interrogeai à voix haute. Est-ce que les déclarations de rémunération devaient correspondre mot pour mot aux dépôts SEC, même dans des présentations préliminaires? Je ne prononçais jamais le nom d'Elliot. Je ne laissais jamais entendre que quelque chose clochait. Je me contentais de poser le genre d'énigme qu'un esprit curieux ne pouvait ignorer.
Le plus beau, c'est que ces gens-là étaient des investisseurs. Ils vivaient pour déceler les anomalies, les fissures dans une surface trop lisse. On pouvait voir la curiosité s'allumer dans leurs yeux alors qu'ils se notaient mentalement de poser la question. De l'autre côté de la pièce, Elliot faisait aussi le tour, serrant des mains, affichant ce sourire de politicien, complètement inconscient que les personnes qu'il séduisait étaient déjà prêtes à le questionner. Quelques-uns jetèrent un coup d'œil dans ma direction, le genre subtil qu'on adresse quand on commence à relier des points, mais qu'on n'est pas prêt à les dire à voix haute. Lorsque nous fûmes rappelés dans la salle, je sentis que la température de la pièce avait changé. Ce n'était pas de l'hostilité ouverte, mais il y avait désormais un courant sous-jacent, une attente de quelque chose d'imprévu. Elliot pensait sans doute que la pause s'était bien passée. Moi, je savais qu'elle avait été parfaite. Les questions que je voulais voir posées étaient désormais rangées dans l'esprit affûté de plusieurs personnes, prêtes à surgir au moment voulu. La séance de questions-réponses commença comme toutes les autres sessions investisseurs, polie, prévisible et parfaitement maîtrisée. Elliot se tenait à l'avant, avec l'assurance d'un homme convaincu d'avoir déjà gagné, répondant aux premières questions avec l'aisance d'un discours répété. Mais soudain, un analyste en costume bleu marine, réputé pour passer les dirigeants au crible sur les détails de conformité, se pencha vers le micro et demanda: « Pourriez-vous expliquer pourquoi les chiffres de rémunération des dirigeants dans votre présentation ne correspondent pas à ceux du dernier dépôt de l'annexe C de l'ACES? Les deux portent votre signature. » Une fraction de seconde, le sourire d'Elliot se figea. Il se reprit rapidement, laissant échapper un petit rire comme s'il s'agissait d'une absurdité technique. « Oh, ça! Probablement un décalage administratif, rien de grave, » dit-il en balayant la question d'un geste de la main. Mais avant que le modérateur ne puisse passer à la suivante, une autre voix retentit de l'autre côté de la salle. « Pour compléter, si ce n'est qu'administratif, pouvez-vous expliquer pourquoi le registre des stocks options du trimestre dernier reflète ces chiffres plus élevés? Cela impliquerait que c'est le dépôt SUX qui est incorrect, ou bien cette présentation. » Le changement d'atmosphère fut instantané. Les conversations se turent, et les yeux de chaque investisseur, analyste et cadre se fixèrent là-dessus sur lui. Je ne bougeais pas, ne dis rien, restant assise les mains croisées, observant son naufrage. Il s'éclaircit la gorge, feuilleta ses notes, tenta de rire à nouveau, mais sa voix avait perdu de son aplomb. Les questions s'enchaînaient, resserrant peu à peu l'étau. Questions sur les pistes d'audit, sur les validations de conformité, sur le fait de savoir si le Conseil avait approuvé les chiffres présentés publiquement. Chaque réponse semblait creuser un peu plus le trou, sa façade impeccable se fissurant sous le poids des détails qu'il ne pouvait transformer en banalité. De ma place, je vis le directeur financier baisser les yeux vers son téléphone, probablement déjà bombardé de messages des relations investisseurs. C'était exactement le scénario que j'avais orchestré. Elliot acculé en direct sous le regard des personnes les plus importantes, les caméras tournant. Il pensait que m'humilier serait le moment fort de la journée. Mais à cet instant, on pouvait le sentir, la salle avait changé de camp, et c'était lui, désormais, sous les projecteurs, chaque seconde rendant sa sortie plus inévitable. Il n'a fallu qu'une question de plus pour faire basculer la situation. Un analyste senior de New York demanda si la SEC avait été prévenue des divergences avant la présentation du jour. Elliot hésita trop longtemps, la bouche s'ouvrant et se refermant une fois, avant de marmonner quelque chose à propos de processus interne. C'est alors que la directrice des relations investisseurs monta sur scène en pleine session. Un geste si rare qu'il fit sursauter toute la salle. Elle se pencha pour souffler quelques mots au directeur financier, qui se tourna aussitôt vers le PDG. Je surpris le moment précis où la mâchoire du PDG se crispa, ses yeux passant d'Elliot à la caméra du webcast. La voix du modérateur retentit dans les haut-parleurs, douce mais pressée. « Nous allons faire une courte pause en raison d'un problème technique. Merci de patienter. » Le flux en direct passa à un écran d'attente, mais dans la salle, la tension ne faiblit pas. Les investisseurs se remuèrent sur leurs sièges, consultèrent leur téléphone, échangèrent des murmures.
Elliot tenta de garder contenance, feuilletant ses notes, feignant qu'il ne s'agissait que d'un contretemps. Mais les regards échangés entre les cadres racontaient la véritable histoire. Les relations investisseurs avaient peut-être trouvé quelque chose de suffisamment grave pour interrompre la diffusion. Les questions n'allaient pas disparaître. Au contraire, cette coupure ne faisait qu'aiguiser l'appétit pour les réponses. Elliot avait commencé la matinée en maître du récit. À présent, avec les caméras éteintes et le public gagné par l'impatience, il se tenait dans un cercle de crédibilité qui rétrécissait à vue d'œil et tout le monde le voyait. Je n'avais rien d'autre à faire que rester assise. Le piège fonctionnait exactement comme prévu, et les véritables dégâts restaient à venir. Lorsque la salle du webcast se vida de la plupart des participants, les investisseurs restants furent conduits dans la salle de conférence attenante sous prétexte d'un suivi informel. Elliot entra, encadré par le directeur financier et le PDG, les épaules droites comme s'il croyait encore pouvoir retourner la situation. L'air y était plus lourd, pas de caméra, pas de modérateur, juste un demi-cercle de personnes détenant plus de la moitié du pouvoir de vote de l'entreprise. Le PDG ne perdit pas de temps. Elliot, les relations investisseurs ont confirmé que les chiffres de ta présentation ne correspondent pas à notre annexe C déposée. Ils ont également trouvé une anomalie sur les stock options liées à ta signature. Explique. Ce n'était pas une question, c'était une condamnation. La voix d'Elliot jaillit trop vite, cherchant à combler le silence. C'est un problème de timing, des chiffres de brouillon qui se sont retrouvés par erreur dans la présentation. Aucun dommage. Un murmure bas parcourut la salle, le genre qui trahit l'incrédulité plutôt que l'adhésion. Un des investisseurs se pencha en avant. Donc, vous dites que le dépôt SEC et votre présentation publique ne peuvent pas être tous les deux exacts, lequel est faux. Elliot se figea. On pouvait voir la mécanique tourner derrière ses yeux, sa mâchoire travailler comme si les bons mots finiraient par apparaître s'il gagnait assez de temps. Mais ce n'était pas une scène dont il pourrait s'échapper par le charme. Le directeur financier prit la parole à son tour, le ton sec. Si le dépôt est erroné, nous avons une violation fédérale de conformité. Si c'est la présentation qui est erronée, vous avez induit les actionnaires en erreur publiquement. Dans les deux cas, c'est passible d'action. La phrase tomba comme un coup de marteau. Les mains d'Elliot tremblèrent cordeux sur la table, sa confiance soigneusement façonnée se désagrégeant. Je restais assise au fond, le visage neutre, simple témoin parmi d'autres. Les investisseurs restaient braqués sur lui, chaque question frappant comme un coup de massue, qui avait approuvé la présentation, quand les modifications avaient été faites, pourquoi le conseil n'avait pas été informé. Chaque réponse révélait une nouvelle fissure, et Elliot était trop occupé à colmater une brèche pour voir les autres s'ouvrir. Le PDG laissa le silence s'étirer après la dernière question, assez longtemps pour que chacun en sente le poids. « Nous nous reverrons demain, dit-il enfin, les yeux rivés sur Elliot. Préparez-vous à justifier chaque chiffre. » La salle se vida lentement, mais le verdict était déjà inscrit sur tous les visages. Elliot ne sortirait pas de cette affaire avec son poste intact, et il le savait. Je gardai mon pas mesuré, le laissant dans le cercle qu'il s'était construit, un cercle qui se refermait, un peu plus chaque heure. Le lendemain matin, la version officielle voulait qu'Elliot Kane ait démissionné volontairement pour saisir d'autres opportunités. Mais le ton, à l'intérieur du bâtiment, racontait une toute autre histoire. La note était brève, non signée de sa main, et marquée de cette urgence qui survient lorsque la direction veut effacer un problème le plus vite possible. Dans la communauté des investisseurs, les murmures avaient déjà commencé, sur des dépôts contradictoires, sur la coupure du webcast, sur la chute brutale du profil public d'Elliot du jour au lendemain. Je n'y ajoutais rien, je n'en avais pas besoin. Ma journée se déroula comme si rien ne s'était passé, email traité, réunion routinière, mon nom loin de la tempête. Aux yeux du conseil, je n'avais été que professionnel, un modèle de retenue sous pression. Cela seul me valut des hochements de tête dans les couloirs de la part de personnes qui, d'ordinaire, ne prêtaient aucune attention à quiconque en dehors du comité exécutif. Elliot avait tenté de faire de moi la distraction, l'exemple à ne pas suivre.
À la place, il était devenu les deux, et d'une manière que personne n'oublierait de sitôt. Je n'avais pas élevé la voix, je n'avais pas réclamé de scène. J'avais simplement donné un peu d'oxygène à la vérité et l'avais laissé brûler en public. Et désormais, avec lui parti, la voie vers ce siège consultatif était plus dégagée que jamais. En moins d'une heure, je suis passée de cible d'une attaque publique à architecte discrète d'un scandale qui a mis fin à une carrière. Non pas en criant, non pas en me battant, mais en laissant les bonnes questions atteindre les bonnes oreilles au pire moment pour mon adversaire. C'est là le cœur de cette histoire. Savoir quand agir et quand laisser le système travailler pour vous. Dans le monde de l'entreprise, le pouvoir ne repose pas toujours sur les titres ou le volume sonore. Il réside dans la capacité à comprendre les règles mieux que ceux qui essaient de les contourner. Elliott pensait qu'en m'humiliant devant les investisseurs, il détruirait ma crédibilité. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que la crédibilité se construit sur la constance et l'épreuve, deux choses que sa petite manœuvre avait sapées pour lui en temps réel. La leçon ici n'est pas de chercher la destruction pour elle-même, mais de veiller à ce que ceux qui utilisent la malveillance comme arme soient tenus pour responsables par leurs propres actes. La vengeance, lorsqu'elle est chirurgicale et proportionnée, peut être moins une question de revanche qu'un moyen de rétablir l'équilibre. Dans le monde professionnel d'aujourd'hui, où une réputation peut être détruite par une seule diapositive ou un email imprudent, la capacité à rester calme, à recueillir des faits et à agir de manière stratégique n'est pas seulement précieuse, elle est essentielle. On tentera de vous pousser à réagir émotionnellement, car ces réactions sont faciles à balayer d'un revers de main. La discipline, elle, vous rend dangereux dans le bon sens du terme. Comment commencer dès aujourd'hui 1. Tenez des archives précises et datées de votre travail et de vos communications. 2. Apprenez les cadres de conformité, de RH et de droit qui vous protègent. 3. Nouez des alliances discrètes avec des personnes qui valorisent l'intégrité plutôt que la politique. 4. Ne réagissez jamais immédiatement. Laissez à votre esprit l'espace nécessaire pour planifier. Si vous avez déjà transformé une attaque en opportunité, racontez votre histoire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo afin que d'autres voient comment garder son sang-froid peut changer toute la donne.